Vendredi 25 avril 1986. Une belle journée de printemps pour les 43 000 habitants de la ville de Pripyat, en Ukraine. Une journée qui restera à tout jamais gravée dans leur mémoire. À 3 kilomètres de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur qui pourrait permettre des économies d'énergie. À 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Une série de détonations se produit au cœur du réacteur. Alors que la ville de Pripyat dort paisiblement, le sol de la centrale se met à trembler. Les 1200 tonnes du couvercle du réacteur sont soudain projetées dans les airs. Un jet surpuissant de vapeur radioactive disperse des tonnes d'uranium et de graphite à des centaines de mètres à la ronde. Puis une gerbe de feu chargée de gaz et de particules en fusion s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du bâtiment éventré. L'atome échappe à tout contrôle. Des couleurs que je n'avais jamais vues. Très vives. Orange, rouge, bleu. Un vrai arc-en-ciel. C'était beau. Le plus grave accident nucléaire de l'histoire vient de se produire. La nuit, tôt le matin, on m'appelle vers 5 heures. On me dit qu'un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Personne n'était préparé à une situation de ce type. Les premiers pompiers sur place vont déverser en vain des tonnes d'eau sur cet étrange feu que rien ne semble pouvoir éteindre. Ils affrontent l'incendie sans aucune protection particulière. Ils seront mortellement irradiés. 2 d'entre eux meurent dans la nuit et 27 dans les mois qui suivent. Ce sont les premières victimes de Tchernobyl. Au cours des 7 mois suivants, 500 000 hommes vont affronter au corps à corps ce nouvel ennemi invisible. Une lutte acharnée dont personne n'a parlé. Des milliers de sacrifiés qu'on a choisi d'oublier. C'est pourtant grâce à ces hommes qu'a pu être évitée une seconde explosion d'une puissance 10 fois supérieure à celle d'Hiroshima, qui aurait anéanti la moitié de l'Europe. Un secret que les soviétiques comme les occidentaux ont gardé pendant 20 ans. La plupart de ces images sont inédites. Elles ont été réalisées par des journalistes qui sont eux aussi tombés au front de la contamination nucléaire. Elles racontent l'histoire de cette guerre cachée, mais aussi celle du gigantesque mensonge dont les conséquences continuent 20 ans plus tard d'alourdir le bilan de la catastrophe. 20 ans après, voici l'histoire de la bataille de Tchernobyl. Du 26 avril 1986, la colonne de gaz en fusion qui s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du réacteur éventré contamine déjà les nuages. Igor Kostin est photographe à l'agence Novosti. Lorsqu'un ami, pilote d'hélicoptère, l'appelle pour lui proposer un survol de Tchernobyl, il sait juste qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit à la centrale. Il est un des premiers à découvrir le cratère. Номер 4. Выше! Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет? Где дым? Когда мы подлетели к блоку, Lorsqu'on s'est approché du 4e bloc et qu'on en a fait le tour, je ne me rendais pas du tout compte du danger. J'ai ouvert le hublot de l'hélicoptère.
Je ne savais pas à ce moment-là que je commettais une énorme erreur. La légère fumée translucide qu'il voit s'élever des décombres est en fait hautement radioactive. Gravement irradié, il est l'un des seuls reporters de Tchernobyl encore vivant aujourd'hui. Quand j'ai ouvert le hublot, je n'entendais plus rien. Sous moi, le réacteur détruit. J'avais l'impression de me retrouver en apesanteur dans l'espace, comme dans une tombe, un vrai silence de mort. Je n'entendais même plus le bruit de l'hélicoptère, rien. Un trou noir, une tombe et le silence de la mort. Cette photo est la première image de l'abysse. Après 1 minute, tous mes appareils se sont bloqués. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que mes batteries étaient déchargées. Je n'ai pu faire qu'une dizaine de clichés. De retour à Kiev, j'ai développé mes pellicules et j'ai vu que mes négatifs étaient noirs et les couleurs de très mauvaise qualité. Je ne le savais encore pas, mais c'est la radioactivité qui les avait exposés. Au cœur du réacteur éventré enfoui sous 14 mètres de gravats, le graphite qui entoure le combustible nucléaire se consume et fait fondre l'uranium. Les retombées radioactives seront 100 fois plus importantes que celles des 2 bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Huit heures après l'explosion, au Kremlin, Gorbatchev n'est encore que très partiellement informé de la situation. Les premières informations étaient les suivantes. Un accident, un incendie. Pas un mot sur l'explosion. Au départ, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'explosion. Les conséquences de cette mauvaise information ont été particulièrement dramatiques. À 3 km de la centrale, les 43 000 habitants de Pripyat ignorent tout de la catastrophe. Dans les rues de la ville, la vie suit son cours, comme un jour ordinaire. Les informations que nous recevions, c'était que tout était fiable, y compris le réacteur. Lorsque j'interroge l'académicien Alexandrov, il me répond que c'est un réacteur tout à fait sûr, qu'on pourrait même l'installer sur la place rouge, qu'il aurait le même effet qu'un samovar, comme un samovar sur la place rouge. À Pripyat, des rumeurs font état d'un incendie à la centrale et de morts pendant la nuit, mais aucune information officielle n'est communiquée. Les flashs blancs perceptibles sur ces images sont pourtant dus aux effets de la radioactivité sur la pellicule. Les passants s'étonnent à peine de la présence de militaires masqués un peu partout en ville. Le colonel Grebeniouk commande les troupes chargées de prendre en main la situation sur place. On avait un goût métallique sur la langue, une certaine acidité. On disait pourtant que la radiation n'a pas de goût. Ce n'est que plus tard que nous avons compris que c'était le goût de l'iode radioactif. Tout au long de la journée, alors que les enfants jouent toujours dans les squares, les hommes du colonel Grebeniouk effectuent les premières mesures de radioactivité dans la ville. En URSS à l'époque, l'unité de référence était le Röntgen. Le taux normal dans l'atmosphère est d'environ 12 millionièmes de Röntgen. À Pripyat, en début d'après-midi, ces mesures dépassent déjà 200 millièmes de Röntgen, soit plus de 15 000 fois la norme. Et dans la soirée, elles atteignent 600 000 fois la norme. Boulevard Lénine, 200. Boulevard Ukraina, 250 milliröntgen. Et le soir,
7 rentgens. Mes subalternes ont commencé à avoir des doutes. Les appareils étaient-ils défectueux ou nous avait-on menti? Nous ne savions pas encore que le réacteur brûlait toujours et que la radiation continuait à se répandre. Cette carte est sous plastique parce qu'elle est toujours radioactive. On considère qu'un homme peut absorber jusqu'à 2 rentgens par an sans être affecté. Par contre, au-delà de 400 rentgens assimilés, l'organisme est mortellement contaminé. Au cours de cette première journée, les habitants absorbent donc environ 50 fois la quantité considérée comme inoffensive. À ce rythme, la dose mortelle serait atteinte en 4 jours. Le colonel dépêche alors une patrouille pour effectuer des mesures au pied de la centrale. Sur cette carte, ils avaient noté leurs premières mesures. 2080 rentgens. J'ai eu peur pour mes hommes. Comment avais-je pu les envoyer là-bas? Un homme exposé à ces taux astronomiques assimile une dose mortelle de radiation en moins d'un quart d'heure. À l'Institut nucléaire, ces chiffres provoquent un choc. Jamais on n'avait vu de tels taux de radioactivité. Dans l'urgence, Gorbatchev crée une commission gouvernementale composée des plus grands spécialistes en énergie nucléaire du pays. Elle est dirigée par l'académicien Legasov, physicien nucléaire de renom international. Il part immédiatement pour Tchernobyl, à la tête d'une délégation scientifique. Nous espérions qu'ils allaient rapidement pouvoir évaluer la situation. Mais pendant les 2 premiers jours, ils ont été incapables de nous transmettre quoi que ce soit. La situation était dramatique. En séance, nous attendions des informations. Nous exigions des informations. Mais ils étaient incapables de nous dire quoi que ce soit. 20 heures après l'explosion, aucune information n'a encore été communiquée aux habitants de Pripyat. Le taux de radioactivité ne cesse d'augmenter. Il faudrait calfeutrer portes et fenêtres, prendre des comprimés d'iode pour neutraliser les effets de la radioactivité. Mais aucune consigne n'a été donnée. Le lendemain matin, une certaine agitation est perceptible dans la ville, mais la population est maintenue dans l'ignorance. Yulia Marchenko avait 5 ans à l'époque. Elle vivait à Pripyat avec sa famille. Son père travaillait à la centrale. Mes parents m'ont amenée comme d'habitude à la garderie. Tout était encore absolument normal. Mon père était déjà au courant de l'accident, mais aucune mesure n'était encore prise. 30 heures après l'explosion, les premières mesures sont enfin mises en place. Plus de 1000 autocars convergent vers la ville. Les militaires annoncent aux concierges qu'une évacuation totale de la population est prévue à 14 heures. Mais pas un mot sur la durée de cette évacuation. Je me souviens qu'au jardin d'enfants, les puéricultrices nous ont distribué des comprimés d'iode. Puis les parents sont venus chercher leurs enfants à l'école et au jardin d'enfants. Tout le monde courait, mais il n'y avait pas de panique. On pensait qu'on partait pour seulement 3 jours. Pour éviter toute panique, les autorités mentent sur la gravité de la situation. On donne 2 heures aux habitants pour rassembler leurs affaires et se regrouper au pied de leurs immeubles. On nous a demandé de tous prendre place dans les autobus. Je me souviens parfaitement lorsque j'ai dû choisir les jouets que j'allais emporter. J'avais beaucoup de poupées et je voulais toutes les prendre, mais ce n'était pas possible. Nous n'avons même pas pu prendre nos vêtements chauds. Les habitants de Pripyat laissent derrière eux tout ce qu'ils possèdent, le fruit d'une vie entière. Ils ne reviendront jamais. Un vieux monsieur ne voulait pas partir. Il est resté. On a trouvé son corps quelques semaines plus tard.
Les gens ne voulaient pas croire à ce qui se passait. Ils croyaient qu'on leur mentait. Ils se souvenaient de l'occupation allemande et disaient qu'en 1941, il y avait des bombes qui tombaient. Mais là, il n'y avait rien. Les vieux ne croyaient pas à l'ennemi invisible et on n'avait pas le temps de leur expliquer. Quant à moi et mes soldats, on exécutait tout simplement les ordres. En 3h30, plus de 43 000 personnes sont évacuées dans les larmes, mais dans le calme. Ces colonnes de cars sur les routes sont celles des premiers réfugiés de l'atome. Un avant-goût d'apocalypse nucléaire en plein cœur de l'Europe. Ils l'ignorent encore, mais les doses de radiation auxquelles ils ont été exposés altèrent déjà la composition de leur sang et provoqueront des cancers mortels dans les années à venir. Ну как я нахожу, что, по-моему, скоро его отмоют. Скоро люди здесь будут жить. Ну еще что вам сказать? Город должен жить. Красивый город. Вот я сейчас смотрю напротив стадиона. Здесь должны дети играть. Ну, без риска везде, по-моему, нигде нельзя. 48 heures après la catastrophe, ne demeurent plus dans la ville fantôme que quelques militaires et les membres de la délégation scientifique installée à l'hôtel de Pripyat. Comme inconscients du danger, ils mangent, dorment et travaillent sur place. C'étaient des hommes solides, des spécialistes. Venant d'eux, je ne pouvais penser qu'il s'agisse d'une conduite irresponsable et suicidaire. Non, cela signifie qu'ils avaient sous-évalué la situation. Nos anciens critères ne fonctionnaient plus. Il y avait eu des accidents nucléaires chez nous comme aux USA, mais ces informations étaient restées secrètes. Jamais il n'y avait eu un accident de cette ampleur. On pensait même que le réacteur serait remis en marche au mois de mai ou en juin. Pendant ce temps, poussés par les vents, les nuages chargés de particules radioactives ont commencé à dériver vers le nord. Les 26 et 27 avril, ils parcourent plus de 1000 km au-dessus de la Russie, puis de la Biélorussie et des pays baltes. Le 28, ils arrivent au-dessus de la Suède, où la télévision informe la population d'une augmentation de la radioactivité. Les pluies qui tombent sur Stockholm sont chargées de poussière radioactive. Les autorités envoient une escadrille de chasseurs effectuer des mesures sur les nuages. Les résultats sont sans appel. Les taux de radioactivité démontrent qu'un accident majeur s'est produit quelque part. Mais où ? 60 heures après la catastrophe, aucune information officielle n'en fait encore état. La ministre suédoise de l'énergie m'a appelé ce lundi matin à mon bureau de Vienne. Elle m'a informé qu'ils avaient mesuré des taux de radioactivité très élevés tout près de la centrale de Forsmark à l'est de la Suède. Ils étaient parvenus à la conclusion que cela ne pouvait venir que d'un pays voisin. Savions-nous quelque chose ? Nous lui avons répondu que non, car nous ne savions rien. Nous lui avons dit que nous allions contacter les autres pays. Nous avons appelé les Polonais qui ne savaient rien et nous avons bien entendu contacter les Russes. Que s'était-il donc passé? Une explosion? Un nuage radioactif? Une grave contamination? L'information est venue des Suédois. 3 jours après l'accident, alors que Gorbatchev cherche encore à réunir des données, les satellites espions américains et européens se tournent vers l'Union soviétique et découvrent la centrale éventrée. Un livre ouvert. La fumée qui continue de s'échapper du gouffre apparaît clairement en vision thermique. Dans la soirée de ce lundi 28 avril, nous recevions un message de M. Petrossian, qui dirigeait la commission d'énergie atomique russe, dans lequel il nous informait qu'il y avait eu un accident. Au même moment, les Russes informaient le monde. Et bien évidemment, au Politburo, nous avons pris la décision qu'il était essentiel que tous les faits nous soient dorénavant rapportés. J'ai donc fait appel au KGB.
Je les ai chargés de suivre tout ce qui se passait là-bas et de me rendre compte des conversations que les spécialistes avaient entre eux. Je les ai chargés de me rapporter cette information, à moi, personnellement. Au pouvoir depuis moins d'1 an, Gorbatchev mesure à quel point le système soviétique ne fonctionne plus. Il aura fallu plus de 48 heures pour qu'il obtienne des informations fiables sur la catastrophe. Maintenant, il sait, mais rien n'est résolu. Au fond du réacteur éventré, 1200 tonnes de magma incandescent brûlent toujours à plus de 3000 degrés, rejetant des litres de gaz et de poussière radioactive dans l'atmosphère. L'ensemble de l'Europe est à la merci des vents. Il faut agir, et vite. Le général Antochkin et sa flotte de 80 hélicoptères sont envoyés de Moscou à l'assaut du brasier. Dès son arrivée, le général survole à 200 mètres d'altitude le réacteur éventré. À cause du feu, la température à cette hauteur était de 120 à 180 degrés. Le graphite continuait de brûler. Notre dosimètre était limité à 500 Röntgen. L'aiguille devenait folle. L'appareil saturait. Je pense qu'il y avait au moins 1000 Röntgen à 200 mètres de hauteur. Même à cette altitude, une exposition d'une demi-heure serait mortelle. Le puissant courant d'air chaud radioactif qui monte du réacteur rend toute approche impossible. Pour attaquer l'incendie, ils vont devoir improviser. Il fallait agir aussi rapidement que possible. Éteindre et sceller le réacteur pour pouvoir ensuite s'approcher et mener d'autres travaux. Il fallait aussi tout fermer afin d'arrêter la propagation de la poussière radioactive. Le vent l'emportait. Il fallait vraiment faire vite. Un gigantesque balai se met en branle. À bord des hélicoptères, des pilotes d'élite, certains transférés d'urgence du front afghan, et des soldats sans aucune protection spécifique, qui jettent à la main des sacs de 80 kilos sur la fournaise. L'objectif, étouffer le feu en obstruant le réacteur de tonnes de sable et de bore, un acide qui neutralise les radiations. Le premier jour, 110 sorties, le lendemain, 300. Le taux de radioactivité au-dessus du réacteur atteint par endroits 3500 Röntgen. Certains pilotes effectueront 33 vols dans la journée. Lors de chaque passage, il recevait de 5 à 6 Röntgen. S'il s'attardait, ce chiffre augmentait. Après avoir lancé 6, 7, 8 sacs, ils étaient trempés de transpiration à cause de la température. Après quelques missions, mes soldats allaient se laver, manger. Puis au bout d'un moment, ils vomissaient. Dès le premier jour de la crise, c'est vers l'hôpital numéro 6 de Moscou que sont acheminées les victimes des radiations. Il abrite le seul service du pays spécialisé dans les radiotoxémies aiguës, les maladies liées à de très fortes expositions à la radioactivité. Chez les irradiés, les premiers symptômes, vomissements, nausées, diarrhée, sont suivis d'une période de latence. Ce n'est qu'ensuite qu'on voit l'apparition d'autres symptômes bien souvent mortels, comme la dégénérescence de la moelle osseuse, ou ces terribles brûlures qui rongent sans fin la chair jusqu'à l'os. Lorsqu'ils sont arrivés à la clinique, c'était psychologiquement très difficile. Ils arrivaient de l'aéroport. Presque tous étaient des hommes jeunes.
Ils sont arrivés pendant la période de latence. Ils se sentaient bien. Ils plaisantaient. Ils étaient tous habillés de la même façon, dans les mêmes pyjamas. Mais nous savions déjà que beaucoup d'entre eux allaient mourir. 27 d'entre eux sont décédés dès les premiers temps. Tous avaient reçu des doses énormes de radiation et souffraient de brûlures totalement incompatibles avec la vie. Pendant 15 ans, les 56 premiers décès seront les seuls reconnus par les autorités. À l'est de la centrale, sur 30 km, la forêt brune, les arbres brûlés par le souffle radioactif de l'explosion. Mais la zone sinistrée s'étend déjà bien au-delà de ses limites. Depuis l'accident, les particules radioactives emportées par les nuages retombent au hasard des précipitations. Une contamination en taches de léopard qui frappe l'Ukraine, mais aussi la Biélorussie et la Russie. Le 1er mai, les vents tournent et des quartiers de Kiev sont contaminés à leur tour. Sur cette carte dressée d'après les mesures réalisées par les hommes du colonel Grebenyuk, on peut voir en orange les quartiers gravement touchés, entourés de quartiers où la radioactivité est normale. Mais la population est délibérément maintenue dans l'ignorance. Seul un minuscule article en bas de 3e page de la Pravda mentionne l'accident pour annoncer que tout danger est écarté. Le toit du pays s'effondrait et on faisait comme s'il ne se passait rien. Avec le maintien des manifestations du 1er mai, c'est comme si le pays ne voulait pas voir. C'est là un autre aspect de cette gigantesque catastrophe de Tchernobyl. 6 jours après l'explosion, malgré des taux de radiation atteignant par endroits plusieurs milliers de fois la norme, les autorités encouragent les populations à participer à la fête du travail et aux manifestations du 1er mai. J'ai vu de mes yeux cette manifestation du 1er mai 1986. J'ai vu et j'ai vécu cette parade de la mort. Une parade de la mort. Des mots terribles. Aveu troublant. Toutes les images filmées lors du 1er mai 1986 ont disparu des archives nationales. Seules demeurent ces photos d'Igor Kostin. Sherbitsky, le premier secrétaire de l'Ukraine, s'est rendu lui aussi à la manifestation avec sa famille et ses petits-enfants. Il est vrai que sur le principe, cela nous semblait très important, afin d'éviter toute panique. Mais si nous avions su la quantité de radioactivité présente dans l'atmosphère, combien d'enfants contaminés lors de ces cérémonies? 20 ans plus tard, aucune étude statistique n'a encore été publiée. Quant à Tcherbinsky, le premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, il s'est suicidé. Une semaine après l'accident, l'exode continue. Les habitants de la ville de Tchernobyl, située à 7 km de la centrale, sont évacués à leur tour. Puis ceux de tous les villages compris dans un rayon de 30 km. « 130 000 personnes déplacées, dont beaucoup sont déjà contaminées. Une zone de 300 000 hectares, à cheval sur les territoires ukrainiens et biélorusses, se trouve ainsi brutalement vidée de ses habitants et isolée du reste du monde. Une vaste région déracinée,
toute une culture arrachée à sa terre, un monde anéanti en quelques jours par l'ennemi invisible. C'est pire qu'une guerre. Ici, l'ennemi, tu ne le vois pas. À la guerre, tu vois le canon, tu vois la mitraillette, le tank. Ici, tu ne vois rien. La radiation est partout. Elle te transperce. Elle rentre en toi. Et les effets ne se font sentir que plus tard. Parfois des années plus tard. C'est terrifiant. Pendant ce temps, le nuage radioactif continue sa progression au-dessus de l'Europe. Il survole la Bavière et l'Italie du Nord. Dans le sud de la France et en Corse, des pluies provoquent des chutes de césium-137 et d'iode-131 radioactifs. Récoltes et pâturages sont gravement contaminés. Alors que les autorités françaises nient son passage, il atteint la Grande-Bretagne et s'étend vers la Grèce. À Tchernobyl, la radioactivité continue d'augmenter. Les 5000 tonnes de sable et d'acide borique ont permis d'obstruer le cratère. Mais contre toute attente, sous ce gigantesque bouchon, le magma incandescent continue de se consumer. Dix jours après la catastrophe, Gorbatchev invite personnellement Hans Blix, le directeur de l'Agence intercontinentale de l'énergie atomique, à se rendre sur place. Il est le premier témoin occidental à Tchernobyl. Well, we have seen the site from the air. And we have seen that a little smoke is still coming up from the damaged plant. On parlait beaucoup du risque d'une deuxième explosion. Je me souviens, lorsque je suis arrivé à Moscou, un ami, un proche d'un de mes experts, m'appela pour me dire qu'un second réacteur pourrait même exploser. Au fond du réacteur, 195 tonnes de combustible nucléaire brûlent toujours, dégageant une chaleur phénoménale qui fait peu à peu fondre le sable. À la surface du bouchon, d'inquiétantes fissures apparaissent. Une fois le cratère fermé, la température s'est mise à augmenter. On a eu peur car cela aurait pu provoquer une autre explosion. C'était effrayant. Les scientifiques sont venus prendre des mesures. Ils étaient très inquiets. Ils craignaient que la température critique soit atteinte et que cela provoque une seconde explosion. Cela aurait été une terrible tragédie. Sous l'effet de la chaleur, la dalle de béton sur laquelle repose la masse en fusion menace de se fissurer et de laisser s'infiltrer le magma. Or, l'eau déversée par les pompiers aux premières heures de la catastrophe s'est accumulée sous cette dalle. Si le magma radioactif atteignait cette eau, ce contact déclencherait une seconde explosion bien plus terrible que la première. Les plus grands spécialistes du pays sont mobilisés. Vassili Nesterenko est l'un d'entre eux. Il travaillait à l'époque à l'amélioration des missiles nucléaires de l'Union soviétique. Si la chaleur parvenait à fissurer la dalle en béton, il aurait suffi que 1400 kg de ce mélange d'uranium et de graphite rentrent en contact avec l'eau pour provoquer une nouvelle explosion. Si ce scénario catastrophe venait à se réaliser, la réaction en chaîne provoquerait une explosion comparable à celle d'une gigantesque bombe atomique. Nos spécialistes ont étudié cette possibilité et sont arrivés à la conclusion que l'explosion aurait été d'une puissance de 3 à 5 mégatonnes. Alors, Minsk, qui se trouve à 320 km de Tchernobyl, aurait été rasé et la vie en Europe rendue insupportable. Il fallait à tout prix arrêter le processus. Si ça continuait, cela aurait entraîné une énorme catastrophe.
Cette seconde explosion aurait été accompagnée d'une terrible onde de choc et d'une augmentation massive de la radioactivité. Elle aurait entraîné des milliers de morts en quelques heures. Plaise à Dieu que cela n'ait pas eu lieu. À Minsk, Gomel, Kiev, des trains et plus de 1000 wagons étaient prêts à évacuer les populations. La situation est critique. À Moscou, la commission d'État décrète 2 mesures d'urgence. Premièrement, sacrifier un bataillon de pompiers pour vidanger l'eau qui stagne sous le réacteur. Tous seront promus héros de la nation et irradiés à vie. Seconde mesure, sceller plus efficacement le cratère pour faire enfin baisser la température. En 2 jours, les hommes du général Antochkin vont larguer 2400 tonnes de plomb dans le réacteur. Quand on a commencé à jeter le plomb, la température a baissé tout de suite. Il absorbait bien et en fondant, il a scellé le trou. Donc les radiations étaient moins fortes. Mais en fondant au contact de la fournaise, une partie de ce plomb se vaporise dans l'atmosphère. 20 ans plus tard, on en trouve les traces dans les organismes des enfants malades de Tchernobyl. Aujourd'hui, on critique beaucoup, mais dans cette situation, on n'a rien trouvé de mieux. Les civils et les militaires, avec ou sans grade, tout le monde a travaillé avec abnégation. J'ai participé à cette première étape et je peux vous dire qu'il fallait le faire. C'était de l'héroïsme. Au cours de cette opération, 600 pilotes seront mortellement irradiés et leur sacrifice n'aura que retardé l'échéance. Bien que recouvert, le brasier n'est toujours pas éteint. Pour suivre son développement, les survols en hélicoptère ne sont plus d'aucun secours. Il faut s'en approcher, descendre dans l'abysse. Mais comment ? Quinze jours se sont écoulés depuis l'accident et l'improvisation continue. L'étude des plans de la centrale montre qu'on peut peut-être approcher la zone active en empruntant les corridors techniques qui abritent câbles et canalisations derrière d'épaisses cloisons de béton. Une délégation de techniciens de l'Institut Kourtchatov s'enfonce dans ce labyrinthe, un véritable parcours du combattant, car une partie des tunnels s'est effondrée lors de l'explosion. Ils percent au chalumeau l'enveloppe du 4e réacteur et y plongent leurs détecteurs de radioactivité et de température, ainsi que des caméras. Le résultat est terrifiant. Les taux de radioactivité sont phénoménaux et les pires prédictions se réalisent. Le magma incandescent a fendu la dalle de béton et s'est infiltré à l'intérieur même du bassin vidé. Il menace maintenant de s'enfoncer davantage. La probabilité de l'explosion était de 5 à 10%. On avait évacué l'eau sous le réacteur, mais il fallait absolument faire quelque chose. Mettre quelque chose sous le réacteur pour que le magma ne continue pas à s'enfoncer. Mettre quelque chose pour qu'il ne tombe pas. Plus rien n'empêche désormais le magma radioactif de s'infiltrer dans le sous-sol sablonneux. Or, à l'aplomb du réacteur, s'étend une gigantesque nappe phréatique qui alimente tout le pays en eau. Ce qui nous inquiétait le plus, c'est que cette masse s'enfonce et rentre en contact avec les eaux des nappes phréatiques souterraines. Ce qui aurait ensuite pollué les fleuves Pripyat, puis le Dniepr, Kiev, la mer Noire. Oui, il fallait absolument résoudre le problème. Une nouvelle option est alors envisagée, mais elle impose d'autres sacrifices. Le 12 mai 1986, les mineurs de Toula, à 1000 km de Tchernobyl, reçoivent du Kremlin la visite du ministre adjoint à l'industrie minière.
Le ministre nous parle de l'accident de Tchernobyl. Il nous annonce qu'ils ont besoin des mineurs de notre région, le bassin de Moscou. Il nous donne 24 heures pour préparer nos affaires. Le lendemain, nous quittons cette même place en car, direction l'aéroport de Moscou. Le 13 mai, les camarades étaient à Tchernobyl et déjà au travail. Leur mission, aménager un accès au réacteur par la seule voie encore envisageable, le sous-sol. Notre mission était la suivante. Creuser une galerie de 150 mètres de long depuis le 3e bloc jusqu'au 4e, puis creuser une chambre de 30 mètres sur 30 destinée à accueillir un dispositif de réfrigération sous le réacteur pour le refroidir. Pour limiter l'exposition aux radiations, ces hommes vont devoir descendre à 12 mètres de profondeur, puis se frayer un chemin jusque sous le réacteur brûlant. Là, ils vont construire une pièce de 2 mètres de haut et de 30 mètres de côté, où sera installé un système complexe de refroidissement à l'azote liquide. « 10 000 mineurs de Russie et des régions minières de l'Ukraine sont en un mois envoyés dans cette galerie. Ils ont entre 20 et 30 ans. À l'intérieur du tunnel, construit sans aération, la température est de 50 degrés et la radioactivité minimum de 1 Roentgen par heure. On travaillait sans protection et les mineurs ne pouvaient pas utiliser les masques respiratoires car ils devenaient humides après quelques minutes de travail. Tout le monde les enlevait et continuait à travailler sans rien, parfois torse nu. On buvait de l'eau à la bouteille, ce qui est aussi très mauvais car c'est ainsi que les éléments radioactifs pénètrent dans le corps. Un de nos camarades a avalé un grain de sable fortement radioactif. Il en est mort. Comment savoir ce que chacun a aspiré ou avalé? Le plus dur, c'était le manque d'oxygène et la grande chaleur. Il faisait chaud, 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 et il fallait travailler vite. Un rythme infernal. De plus en plus vite. C'était le plus dur. Vite, vite, vite. Des bataillons de 30 mineurs se relayent toutes les 3 heures, 24 heures sur 24. En 1 mois et 4 jours, ils vont creuser un tunnel de 150 mètres, une tâche qui, dans une mine, prend normalement 3 mois. Les endroits les plus dangereux, ce n'était pas sous terre. Sous le réacteur, la radiation était moindre. Par contre, dès que l'on sortait, il fallait courir encore plus vite. À la sortie du tunnel, la radioactivité est 300 fois plus forte. Pas un de ces mineurs n'en est sorti indemne. Et à aucun moment ils n'ont été informés des véritables dangers auxquels ils s'exposaient. Quelqu'un devait le faire, ce travail. Nous ou quelqu'un d'autre. On a fait notre devoir. Fallait-il le faire? Il est trop tard pour juger. Je ne regrette rien. Les mineurs vont accomplir leur mission, mais le système de réfrigération ne sera jamais installé sous le réacteur. La chambre souterraine sera finalement remplie de béton pour consolider la structure. Officiellement, chaque mineur aura absorbé de 30 à 60 Roentgen, mais tous affirment qu'ils ont assimilé de 3 à 5 fois plus.
Le quart de ces hommes est mort à une moyenne d'âge de 40 ans. 2500 sacrifiés, qui ne figurent dans aucune statistique.